En grandissant, j'ai appris à croire en la grâce divine. Mais j'ai également appris à croire au châtiment divin. La révolution tant attendue en boxe anglaise est arrivée. Dana White, Turki Al Al-Sheikh, UFC, TKO, WWE. Tout ça ensemble pour former une nouvelle superpuissance de la boxe mondiale. Tout ça financé par l'argent de l'Arabie Saoudite. Bref, le pire cauchemar de tous les promoteurs de la planète est né. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais on parle d'un premier événement au mois de septembre dans le stade Allegiant Stadium de Las Vegas avec Terence Crawford contre Canelo Alvarez en main event, plus un modèle façon UFC avec des classements, accès au Performance Institute pour les combattants. Ça d'ailleurs c'est vrai, hein, rumeur concernant le combat, mais par contre, accès au Performance Institute, système de classement, création d'une ceinture. Vous connaissez la recette, vous connaissez le succès de l'UFC. C'est parti, générique. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépose 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code la sueur 10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Révolution, Rusty, révolution, je suis hypé comme j'aime. Dans ma vie, j'ai rarement été autant hypé. Attends, vrai, pour de vrai là ou hyperbole? Pour de vrai. Pour de vrai, parce que parce que de base, moi je regardais la boxe avec mon daron. C'est les gros chocs à l'ancienne, tu vois, qu'on fait que bah voilà, le sport est devenu la sweet science finalement. Et je suis désolé, mais si j'ai des enfants, voilà, j'ai mon petit gars et tout, je ne sais pas ce que je lui montrerai en boxe dans les combats qu'il y a eu depuis 2005. Ouais, bah en fait, bah, depuis, disons, ah si, tu vois, mais t'en as pas beaucoup, parce que je dirais, tu vois, les trucs genre Joshua Klitschko, oui. des trucs non, genre. Pardon. Alors, ça, je lui montre. Oui, évidemment, je vais lui montrer. Mais tu sais, le truc que tu lui montres pour dire, bon, il a 6 piges, je veux qu'il pète un cap, tu vois. Ouais. Ouais, donc c'est pas les Hagler contre les Léonard et trucs comme ça, quoi. Bah c'est exactement, parce que t'aurais ce côté, je pense déjà, tu vois, il connaîtra pas au niveau du nom, tu vois, quand on était petit, Mike Tyson, on connaissait, Mohamed Ali, tu connaissais aussi, parce que t'avais vraiment ce côté aura de fou. Je sais pas si dans 20 ans, non, parce que j'aurais 50 piges, mais enfin, tu vois, les Joshua, les Tyson Fury, les mecs d'aujourd'hui, même un Floyd Mayweather qui, en dehors de son 50-0, tu vois, il a pas vraiment marqué à mon sens, tu vois. Est-ce que les gars marqueront les esprits parce que t'as pas eu ces gros chocs et tout le monde s'entretue. Et c'est ce que l'UFC va faire avec sa nouvelle ligue. Mais bon, là on a peut-être un peu d'avance parce que, parlons du commencement, reste à savoir cette annonce de fou avec le partenariat qui va tout changer avec Dana White qui est, en plus maintenant de sa casquette de boss UFC, boss de Power Slap, désormais va être boss de cette nouvelle ligue qui pour l'instant n'a pas de nom. Bah en fait, c'est ça qui est bien, c'est que lorsque là Dana White en a parlé, c'était très clair la vision qu'il avait, c'était que quand il dit qu'il veut faire comme avec l'UFC pour la boxe, c'est-à-dire qu'en fait, là, quand vous regardez des shows de boxe, et on est bien placé pour le savoir, et vous aussi probablement, c'est insupportable. Au-delà du fait que les combats qu'on veut voir ne se font pas, même dans la production, c'est l'horreur. Les shows durent 9 heures. Quand Dana White dit que, en gros, maintenant, pour les plus gros combats, les plus gros événements, t'as un combat, un podcast de 45 minutes, un combat, un podcast, un combat. C'était légendaire quand il a dit ça. C'était légendaire. Et il a raison, et c'est insupportable. Et après, là, c'est Stephen A. Smith, quand il lui parlait, qui disait que son fils, Stephen A. Smith, avait été voir le combat de Gervonta Davis, là, il y a quelques jours, et que l'organisation sur site du combat était catastrophique, et ça m'étonne même pas. Enfin, finalement, c'est assez rare, et même nous, on le voit dans le MMA, c'est assez rare, quel que soit le niveau, hein. Quel que soit le niveau et l'argent qu'il y a derrière, c'est assez rare finalement les événements qui sont bien organisés, où c'est fluide, où tu peux pas te balader n'importe où, n'importe comment, où tout est réglé pour les combattants, pour les supporters, pour les VIP, pour que vraiment il y ait
aucun grain de sable dans l'engrenage à aucun moment. C'est assez rare en fait. Et c'est vraiment des compétences qui valent très très cher. Et que ça, c'est une chose qui est certaine, et c'est là où ils ont fait la différence aussi, c'est une chose qu'ont l'UFC et la WWE. Et donc Dana White était en mode, bah voilà, pour cette organisation, on va apporter ce degré de perfection en termes d'organisation sur site, on va apporter notre connaissance et notre pouvoir et de négociation dans tout ce qui est trouver des diffuseurs, etc. Ils veulent développer un système parfaitement structuré pour développer des nouveaux talents autour du monde et avec des académies qui seront... c'est pas exactement comme les UFC Performance Institute, parce que les UFC Performance Institute, c'est pas vraiment des clubs où sont développés des futurs talents, mais en tout cas là, c'est ce qu'ils auraient en tête, des académies de boxe qui seraient un peu des rampes de lancement pour ensuite que cette organisation dont on n'a pas encore le nom puisse les utiliser. Ils veulent mettre au point un système de combine, donc à la NFL, c'est-à-dire avec un système ils vont regarder leur vitesse, regarder leur temps de réaction, leur intelligence de combat avec un système un petit peu de tests avec des machines, des machins, et puis comme ce qu'ils font avec la NFL où ils regardent combien le mec peut soulever, à quelle vitesse il court, machin, etc. Donc ils sont ça qu'ils veulent mettre en place aussi. Il y a le fait qu'ils veulent arrêter tous ces délires il faut absolument que les mecs soient invaincus, et ça va dans le sens de ce que tu disais par rapport aux années 80-90. En gros, ils veulent qu'on arrête avec la boxe de protéger les combattants, et donc qu'on revienne à tout le monde affronte tout le monde, et donc le zéro n'est plus du tout aussi sanctifié, et il faut absolument que le mec soit invaincu, sinon son comment dire, sa carrière ne rime à rien. Enfin, j'en rajoute, mais c'est un peu l'idée, quoi. En boxe, c'est 1000 fois plus ça qu'en MMA, où on se rend pas les couilles de la défaite. Donc là, ils veulent vraiment réinstaurer ça. Il y a le fait que, alors voilà, ce sont les équipes de production directement du groupe TKO qui s'occuperont de la diffusion de l'expérience sur site. On l'a déjà dit il y a quelques secondes, mais voilà, pour vous dire, c'est comme ça que ça va s'organiser. C'est-à-dire que c'est eux qui ont fait la différence, l'UFC et la WWE, sur ces choses-là, en backstage, comme sur ce qui est de la qualité de diffusion. C'est eux directement et leurs équipes et leur savoir-faire qui vont s'occuper de tout ça sur les événements de boxe qu'ils vont mettre en place. Donc ce sera beaucoup plus rapide, ce sera mieux organisé. Tac tac, et ensuite là ils sont, alors voilà, Dana White était en mode le problème c'est que là la boxe, en plus de ça, c'est donc 17 catégories de poids, 4 organisations majeures, donc là il y aura une seule organisation. En gros, ils veulent que ce soit comme avec l'UFC, tu auras une ceinture. Quant à la ceinture de, je sais pas comment ils vont appeler leur organisation, mais quand tu auras cette ceinture-là, ça voudra dire que tu seras le meilleur au monde et il y aura aucun débat possible. Et ils veulent grosso modo mettre à la retraite et mettre à la poubelle tout ce qui était les trucs de WBC, WBO, machin, qui, oui, c'est historique. Et leur passif, c'est vraiment quelque chose qui a marqué la boxe. Voilà, ils ont construit la boxe, ces 4 organisations-là. Mais Dana White, Turki Al-Alchik et Nick Khan, qui est le boss de la WWE, veulent mettre fin à tout ça. Oui, c'était bien, oui, c'était l'histoire, mais ils ont complètement flingué la boxe sur ces dernières années, ce qui est vrai. Et donc, ils vont et leur système pour réussir à se mettre tout le monde dans la poche, c'est donc bien évidemment les fonds de l'Arabie Saoudite avec Turki Al-Alchik qui va faire chauffer le chéquier derrière. Mais il y a aussi, ils veulent, comme on l'a dit avec les académies et les combines, ils veulent miser sur le futur aussi. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un mix de signatures entre des stars actuelles et des jeunes talents qui vont développer et qu'ils vont prendre, pas dès le berceau, mais presque. Et je finirai là-dessus, mais voilà, on en parlait juste avant. L'avantage, c'est que, comme ça, c'est Ariel Helwani qui en parlait avec le fameux AD, je sais pas son nom de famille là, mais qui disait, tu sais que comme en boxe, ce ne sont quasiment que des contrats de combat par combat et avec la clause de revanche s'il faut. C'est pas comme avec l'UFC où tu es bloqué sur les 8 prochains combats, et donc c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des mecs parce que tu leur mets le bif en face des yeux. Bon voilà, ils ont maximum que 1 combat à faire ou 2, et après ils peuvent venir chez toi. Et concernant justement la ceinture dont on parlait, donc Turki Al-Alchik a aussi racheté The Ring Magazine, qui est vraiment la bible du MMA et qui fournissait également le titre The Ring, qui était donc c'était
accessoire par rapport au titre des autres fédérations de boxe, hein, qui elle était vraiment, enfin ça avait vraiment une valeur sportive, mais quand tu remportais ce titre-là, ça veut dire que t'étais vraiment le boss, et c'est pour ça qu'il y a des très grands noms, que ce soit Tyson Fury, Mohamed Ali, qui ont eu le titre de Ring Magazine, donc peut-être que ce serait celui-là. Là aussi, dernièrement, ils distribuaient la ceinture Undisputed aussi, Turki Al-Alchik, pour les combats qui faisaient les super fights, que ce soit Usyk ou les vainqueurs de Bivol Better BF, et aussi t'as ce truc-là, c'est vrai que les fédérations, pourquoi aussi ça casse les couilles à tout le monde, c'est que un combat d'une fédération pour un titre mondial d'envergure, t'es obligé de payer la fédération 750 000 balles juste pour avoir leur ceinture. Donc je pense qu'au bout d'un moment, même si t'es blindé comme les gars de l'Arabie Saoudite, tu te dis bon, c'est attendez, il y a 750 000 balles qu'on pourrait peut-être mettre dans un combattant plutôt que dans une ceinture dont personne n'a rien à foutre. Et ce que Dana White a dit aussi, qui était très intéressant dans son intervention, c'est au-delà de qui est champion, c'est la force de l'UFC, c'est que l'UFC, t'as le classement top 15, et être membre du top 15, ça veut dire quelque chose. En boxe anglaise, je pense que les mecs qui connaissent les top 15, ne serait-ce que dans une seule catégorie, hein, allez, top 10 top 10 WBC, top 10, enfin bref, filez-moi un top 10 d'une seule catégorie des 4 fédés, bon courage à vous, quoi, parce que ça n'a aucun sens. Là, j'ai vu, comment il s'appelle, Kubrat Pulev, là, qui va être, je crois, qui est challenger obligatoire à nouveau pour, je sais plus trop quelle ceinture. Le mec, enfin ouais, ça fait peut-être 5-10 piges qu'il est plus dans son prime. Enfin bref, ça n'a absolument aucun sens. Donc c'est aussi ce que l'UFC veut faire. C'est un système où le top 5 a vraiment du sens. Et ça, ce serait parfait. Parce que quand on voit certains Fight Night qui sont... Enfin je veux dire, Nassourdine Imavov contre Israël Adesanya, c'est un Fight Night, mais c'est une dinguerie. En boxe, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, et donc par rapport à ça, le truc subsidiaire que va essayer de faire TKO, c'est de supprimer le fameux Ali Act. Le Ali Act, c'est ce qui fait que les boxeurs sont extrêmement bien payés, et c'est ce qui fait que les boxeurs sont ont un peu peur par rapport à l'arrivée de cette nouvelle organisation système fermé, parce que vous le savez bien, chaque fois que les gars demandent à Terence Crawford, ou même nous, quand on pose des questions à des boxeurs qui sont un peu établis, alors ça te dirait d'aller à l'UFC, ils sont en mode ouais, c'est cool, mais les salaires, c'est quand même pas terrible. Oui, parce que en boxe, vous avez le Ali Act. Alors, le Ali Act, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une loi fédérale américaine adoptée en 2000, adoptée en 2000 pour protéger les boxeurs professionnels contre les abus et les pratiques déloyales des promoteurs et des managers. Elle impose plus de transparence financière, obligeant les promoteurs à divulguer les revenus générés par les combats et la part revenue aux boxeurs. Elle interdit aussi les conflits d'intérêts entre les promoteurs et organismes de classement, afin d'éviter des manipulations de classement. L'objectif est de garantir une compétition plus équitable et de mieux protéger les droits des boxeurs. Et donc là, vous allez dire, mais donc c'est impossible ce que veut faire l'UFC avec cette nouvelle organisation. Apparemment, selon Ariel Helwani, il y a quand même quelques moyens de pouvoir contourner ça. Donc je sais pas si c'est en faisant les combats pour les titres à l'étranger ou quoi, mais visiblement, ce ne serait pas un problème de pouvoir contourner ça, mais en tout cas, c'est une vraie question, et Marc Shapiro, qui est le boss des finances du groupe UFC, en a même parlé récemment quand il fait ses petites allocutions pour expliquer en gros la situation du groupe, que ils vont commencer à creuser le truc. Et quand tu sais que... ils commencent vraiment à être vocaux par rapport à quelque chose, c'est que ça sent un peu mauvais. Et donc c'est vrai que tu vois, pour les boxeurs qui... C'est vrai, c'est bien pour eux, tu vois, quand t'as un Tyson Fury, Deontay Wilder, ils prennent tous les deux 35 millions, mais le show a rapporté 60, donc vous avez perdu 10 millions de dollars. C'est génial pour eux, mais pour l'écosystème, c'est terrible. Ce que l'UFC risque de faire, c'est qu'au lieu d'avoir 35-35, ils prendront peut-être 15 et 15. Mais sauf que le truc va pouvoir perdurer. Donc c'est un peu la question qui se pose là, c'est... Au début, je pense qu'ils vont rincer tout le monde, parce qu'un Canelo va falloir payer. Mais dans 5 ans, une fois que ce sera établi, que ce sera la seule ceinture qui signifiera quelque chose, le prochain Canelo, il sera un petit peu coincé. En fait, c'est ça, et c'est là tout le problème, entre guillemets, c'est que, oui, ils veulent donc faire un UFC dans la boxe anglaise, et donc, à qui dit UFC dit énorme monopole. Il y a même un mot que j'ai oublié là, je sais plus ce que c'est, monopsonie ou je sais pas trop quoi, pour dire c'est encore plus que monopole, tu vois, c'est littéralement eux qui possèdent le game. Mais effectivement, c'est clair que... Et en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que, je suis d'accord avec toi, s'ils arrivent à faire ça, ils vont faire tout pareil, effectivement. Et donc, ouais, c'est...
Et là, il y a la discussion qu'il y avait entre Ariel Wany et AD, c'était le fait que, ouais, mais les boxeurs là qui vont arriver, Ariel lui demandait, et finalement, ils sont à combien, tu vois, les boxeurs de la undercard de Tyson Fury contre Deontay Wilder ou je sais pas quoi, et ils sont payés moins que les combattants qui sont à l'UFC parce qu'il y a un seuil, tu peux pas aller en dessous de 10 000 contre 10 000 et machin. Et donc en fait, c'est même pas si évident en plus que lorsqu'il y aura le monopole, les combattants qui commencent, ils voudront plutôt aller dans cette organisation-là parce qu'il y aura probablement un seuil établi. Mais donc, qui dit qu'ils peuvent avoir les combattants quand ils sont jeunes ou les combattants qui arrivent, dit qu'une fois que tu es dans ces trucs-là de l'organisation de boxe anglaise de Dana White et machin, tu vas y arriver et tu vas y aller parce que c'est plus intéressant quand tu es en tout début de carrière parce que donc il y aura des systèmes de seuil, donc tu es avec eux et donc tu es bloqué parce que vous inquiétez même pas que les contrats et les systèmes de contrats qui te bloquent et où tu es complètement verrouillé, vous inquiétez pas que ça ils vont les apporter en boxe anglaise aussi, et d'autant plus qu'il y aura s'il n'y a plus la Lee Act. Et donc, oui, les premiers temps, comme tu dis, il y aura les Canelo, il y aura les combats où ils sont rincés parce que c'est comme ça que ça marche. Mais du coup, les petits gars qui arrivent, parce que c'est plus intéressant dans la grosse organisation, parce qu'il y a des seuils et machin, donc ils seront bloqués. Et qui dit qu'ils seront bloqués, et en plus de ça, s'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent, les autres ceintures n'auront plus aucune valeur. Ce qui comptera, ce sera les ceintures de cette organisation-là. Et donc, tu n'as plus aucun intérêt à aller autre part. Tout ce que tu veux, c'est être avec eux, comme aujourd'hui avec l'UFC dans le monde du MMA, à moins de vouloir aller au PFL parce que tu vas être payé plus, etc. Mais c'est quand même des situations plus rares. Et donc, petit à petit, ces jeunes-là qui sont rentrés vont devoir rester à l'UFC. Et donc, l'UFC de la boxe, là, Dana White, mais quand ils vont vouloir faire les plus gros combats oui, à l'époque, Canelo était payé 60 millions par combat, parce que je crois que c'est à peu près ça pour Canelo. Oui, mais dans 5, 6, 7 piges, le petit jeune qui est monté avec eux, on va lui dire, non, mais toi, tu vas prendre que 15 millions. Oui, mais attendez, c'est dégueulasse, ce machin. Oui, mais tu vas faire quoi, en fait? Vas-y, pars. Oui. Tu peux pas, déjà. Si tu voulais partir, tu ferais quoi? Donc en fait, c'est un peu un piège. Donc oui, ils vont probablement réussir à faire exploser la boxe et le business s'ils arrivent à mettre ça en place, mais avec tous les défauts qu'on connaît nous aussi dans le monde du MMA, quoi. Oui, il y a un piège. C'est compliqué avec le système UFC parce que l'UFC, vous êtes un Cyril Gane, vous êtes un Pantoja, vous êtes un Assourdini Nimavov, un Alex Pereira même. Ça a changé votre vie, c'est incroyable ce que vous a apporté l'UFC. Sauf pour quelques athlètes, par exemple un Conor McGregor, s'il n'y avait pas eu l'UFC, le gars aurait gagné encore plus. Mais sauf qu'il y a combien de Conor McGregor dans le monde du sport? Alors que ça permet à des gars, même je veux dire, Amanda Nunes, l'UFC tous les jours, elle peut les remercier comme jamais parce que sinon, à la fin, elle t'appelle millions par combat, tu vois. Et donc c'est ça qui est assez fou avec ce système de l'UFC, c'est que pour la grande majorité des athlètes, c'est absolument, même un Kamaru Usman, c'est absolument incroyable ce que ça vous apporte en termes d'argent et sponsoring. Sauf que un mec sur, littéralement 1 milliard. Ça va faire que un Floyd Mayweather, s'il y avait eu l'UFC, il aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait. Et Conor, il est sous-payé. Il gagne, oui, des millions, des dizaines de millions, mais il est sous-payé par rapport à ce qu'il leur apporte. Mais ça, pour tout le reste du sport, ça permet de faire ruisseler le truc et que les mecs s'en sortent très bien. Donc on va voir ce qui va se passer pour ça. Et puis t'auras quand même ce truc aussi, je pense, qui est déjà vrai aujourd'hui, c'est que t'as quand même une telle barrière à l'entrée actuellement, parce qu'aujourd'hui les compétiteurs, c'est, je veux dire, Oscar de la Hoya avec Golden Boy, ça va bientôt s'arrêter, donc t'as Queensberry et t'as Matchroom, et t'as PBC un petit peu dans les compétiteurs. Et ça fait déjà que 3 compétiteurs, et 3 compétiteurs où 3 compétiteurs oh merde, 3 compétiteurs où faut quand même pouvoir envoyer de l'oseille pour organiser un combat, parce que vous voyez, chaque fois qu'il y a il y a des enchères déjà pour mettre les combats pour le titre, donc déjà faut enchérir là-dessus. Une fois que t'as fait ça, faut ensuite te mettre d'accord avec les gars parce qu'ils vont peut-être vouloir aller chercher un autre combat. Là on a ce truc là en France avec le prochain combat de Christian Mbili, où du coup il se dit peut-être que je vais peut-être aller chercher, être en embuscade pour un combat encore plus gros, donc peut-être que je vais pas pouvoir faire celui-là. Donc c'est tout ça qui font qu'il y a des tractations qui font qu'on n'a pas les combats qu'on veut voir, mais qui aussi, faut quand même pouvoir se dire que tu vas mettre 4, 5, 6, 7, 8 millions pour avoir un combat qui soit d'envergure. Donc c'est pour ça aussi que je me dis, qu'est-ce qui va se passer quand... Et là, comme par hasard, j'ai vu ça sur Twitter, Eddie Hearn a dit qu'il allait bientôt prendre sa retraite aujourd'hui. Oui.
Aujourd'hui, il a dit qu'il allait prendre sa retraite. Ouais, il a dit en gros qu'il allait bientôt prendre sa retraite et que ça allait bientôt se terminer. Et les gens étaient en mode vous là. Et d'hier. Ouais, ils étaient en mode l'annonce est quand même. Oui, au niveau du timing, c'est cocasse. Ouais, hein. le timing est cocasse, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas 36 000 mecs qui peuvent être en compétition avec ça parce que les montants sont tels que faut avoir de solides partenaires ou alors avoir l'argent de l'Arabie Saoudite. Et c'est là que ça va être une dinguerie en plus, c'est que t'as l'expertise de l'UFC avec un mec. Enfin. Tout est possible en fait. Enfin, c'est vraiment. Demain, t'as. Enfin, souvenez-vous, Canelo contre Benavidez par exemple. Canelo va dire je veux 200 millions. Ok. Voilà. Et ils vont pouvoir absolument tout faire avec le sportif qui va être derrière. Parce que c'est là que, pour moi, ça va être vraiment impressionnant. Et pour moi, ils vont rouler sur tout le monde. C'est que, pour l'instant, ce que faisait Turki Al Alchik, il y avait pas mal de trucs où, tu vois, je trouvais que c'était bien parce qu'il y avait l'oseille. Mais, bah voilà, comme tu disais, que ce soit en termes de production, que ce soit cette obsession de tout faire en Arabie Saoudite, dans des salles qui étaient peut-être pas aussi optimisées. Tu vois, on sentait que t'avais juste le combat qui était là et qui était bien, l'affiche était bien, mais tout le reste partait en couille. Bah, t'ajoutes l'expertise de Dana White, l'expertise d'une boîte qui a quand même réussi à inventer un sport, inventer un business, plus un gars qui a code crédit illimité. Bon. Oui. Bah en fait c'est ça. Voilà. le game est terminé quoi. Et c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant que quand Turki Al Alchik dit qu'il partage la même vision avec Dana White, Turki Al Alchik et Nick Khan, en vrai c'est un truc de mal, parce que on n'en parle pas parce que moi je connais moins et je crois toi aussi, mais de la WWE, mais je sais que là je suis en train de préparer une anecdote, on va pas vous spoiler, mais qui va être très intéressante et qui fait que je touche un petit peu plus là au monde du catch. Et je savais pas, mais Vince McMahon, en fait, à la base, et Nick Khan et Vince McMahon, ils travaillent ensemble depuis des années, parce que Nick Khan, c'est lui qui a pris la suite, mais voilà, les deux étaient un peu dans le même bateau. Et Vince McMahon, c'est exactement ce qu'a fait Dana White pour le MMA, qu'il a fait avec le catch, dans le sens où il est arrivé, lui, avec son père, avec une vision en termes de production et d'optimisation et d'efficacité dans la production sur site en elle-même, comment tout optimiser les dépenses, mais en même temps que ce soit d'une qualité que personne n'a jamais vue, et en même temps aller chercher des diffuseurs pour que ça passe d'un truc régional à national, etc. Donc, ils ont la WWE, c'est pas pour rien que ça cartonne autant, c'est qu'ils ont fait exactement la même chose que l'UFC a fait pour le MMA avec le catch. Et c'est vrai que de se dire que tu as ces gars-là, donc ça aurait pu être Vince McMahon, mais Nick Khan, mais c'est pareil, Nick Khan, Dana White, qui ont une vision, les gars, mais c'est du délire à quel point ils ont créé des business qui sont maintenant des multinationales en se basant sur l'optimisation, mais tout, optimisation en termes d'organisation financière, etc. Et qu'ils ont donc la même vision, la même direction, et qu'ils ont ce gars-là, effectivement, la personne de Turki Al Alchik, qui lui aussi est quand même visionnaire. En fait, c'est vrai que tu te dis, putain, quand t'as ces trois mecs-là, là, dans le bateau, c'est. Mais non, mais ça va aller vite là. Ça va être incroyable parce que je me plaignais hier de John Jones contre Thomas Spinal. Bah, avec Turki Al Alchik, tu n'as plus ce problème-là. Avec Turki Al Alchik, le Brock Lesnar contre Fedor, tu n'as plus ce problème-là non plus. Et toutes les fois où l'UFC, ils ont manqué des trucs parce qu'ils voulaient se retrouver avec, je dis n'importe quoi. Enfin, vous savez qu'en termes de revenus, on est les athlètes UFC prennent entre 14 et 18%. Bah, toutes les fois où l'UFC a refusé des trucs qui auraient pu être complètement fous, Georges Saint-Pierre contre Khabib, enfin tous ces trucs-là, l'avantage c'est qu'avec Turki Al Alchik, t'as des montants, des sommes tellement folles que tout ça n'est plus un problème parce que vous avez votre rentabilité qui est assurée pour le groupe TKO avec ce que lui va mettre sur la table. Et donc tous les trucs où à chaque fois on s'est dit ah putain l'UFC ils auraient pu faire ça. Ah quand même quand il y avait la soirée où l'UFC ils ont mis tellement d'oseille dans l'UFC Noche à la sphère qui fait qu'en fait la star, pour citer Dana White, c'était la sphère et non pas les combattants. Bah avec Turki Al Alchik, bah la star ce sera le main event plus la sphère pour magnifier tout ça. Et donc c'est pour ça que j'ai une question à te poser néanmoins. Ah, allez. C'est que comment... Bon, après là, c'est un problème de riche pour eux. Hein. Mais tu vois, là, tout ce que tu dis là, bah, forcément, c'est réel. Hein, c'est réel.
Mais je me dis, du coup, comment est-ce que tu penses qu'ils vont concilier le fait que oui, maintenant ils ont crédit illimité, mais que tout leur modèle dépend aussi du fait qu'il faut garder les gars en dessous d'un seuil et ne pas non plus leur donner les sommes qu'ils demandent, parce que sinon ton modèle éclate. Mais c'est, à mon avis, je pense qu'au début, ils vont être plus généreux que ce que fait l'UFC pour forcément les attirer. Et je pense qu'ils seront toujours plus généreux que même que l'UFC aujourd'hui, parce que t'as quand même ce côté, enfin, faut pas oublier que Turki Al-Sheikh, il a investi là-dedans pour faire du, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, tu sais, en gros, de la, c'est du washing, je sais plus trop quoi. Enfin, en gros, pour faire la promotion de l'Arabie Saoudite et que les gens du tourisme, et que les gens à la fin se disent on va aller en vacances là-bas. Et donc à mon avis, tu auras beaucoup de décisions qui vont faire que là aujourd'hui où c'était littéralement on perd de l'oseille, on s'en fout, et j'avais lu un article là-dessus, mais c'était vraiment, ça n'avait aucun sens, hein. Ils étaient en mode si ils dépensent 1 milliard et que sur le 1 milliard t'as 50 millions qui sont dépensés par les gens grâce au tourisme, pour eux ce serait une victoire. Enfin vraiment, ça n'avait aucun sens la logique qu'il y avait actuellement pour l'Arabie Saoudite. Donc je pense que là ils sont dans un truc où avec l'UFC, vraiment je pense que cette ligue instantanément ou presque va gagner de l'argent. Donc si de temps en temps ils sont sur des trucs où ils sont juste à l'équilibre, ce sera déjà miraculeux pour eux et même révolutionnaire par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. On en parlait par exemple avec le PFL qui avait organisé Francis contre Renan Ferreira. Donc Francis qui prend entre 8 et 12 millions et Renan Ferreira qui était à minimum à 2 millions et que l'événement fait 10 000 ventes en pay-per-view et que c'est l'Arabie Saoudite qui a payé pour que l'événement soit en Arabie Saoudite. À part Francis et Renan Ferreira, tout le monde a perdu de l'oseille ce soir-là. donc en gros, l'avantage c'est qu'il y a pas beaucoup d'efforts du côté de l'UFC pour que les voyants sautent au vert et que eux soient contents et que ça se passe très bien. Le seul truc où vraiment pour moi il peut y avoir des tensions potentielles, et Dana White a déjà pensé à ça puisqu'il en a parlé direct, c'est il y aura aucune passerelle avec les combattants UFC. Parce que c'est vrai que là je suis un combattant UFC, je vais commencer à me dire il est bien gentil le gars, mais Canelo il va le rincer, Canelo il va avoir un contrat qui va en plus je pense lui permettre aussi, je sais pas, parce que même un contrat long pour Canelo ça va peut-être être je sais pas 2 ans, tu vois, ce qui n'a rien à voir avec les contrats UFC, plus le mec va prendre 50 millions, tu vois. Comme l'a dit Pereira lors du Media Day, moi en septembre j'aimerais bien affronter Usyk, hein, ça pourrait être pas mal en ouverture de carte, et je pense que et Dana White l'a dit, il n'y aura pas de passerelle, mais tu vas pas pouvoir t'empêcher d'être à un moment donné en frontal ou qu'il y ait des petites tensions avec tes superstars qui vont se dire depuis toujours on a envie d'aller en boxe anglaise, t'es un Adesanya, tu te dis s'il y a bien un moment où je peux faire cette passerelle, c'est maintenant. Mais moi ce qui m'étonne c'est que c'est vrai que même l'UFC là avec la WWE ne fait toujours pas ces passerelles là, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui alors que Conor est rincé, mais pourquoi tu n'envoies pas Conor à la WWE, tu vois? Ça ferait de l'oseille pour le groupe, le mec prend pas de risque avec sa santé, et je veux dire, Conor, qu'on l'aime ou pas, en catch, il serait parfait, le gars. Même moi qui regarde pas le catch, je pense que tu sais, je regarderais juste pour Conor, c'est te dire, tu vois. Non, mais effectivement. Et tu penses que c'est quoi? Parce que je me dis, le plus probable, c'est justement que plus ils compartimentent, et plus ils savent qu'ils s'évitent des problèmes, quoi, probablement. Aucune idée. Vraiment aucune idée. Parce que paradoxalement. Ouais, vas-y. Parce que, excuse-moi, mais j'aurais tendance. Paradoxalement, bizarrement, je pense que tu vois, si un combattant UFC exprimait le désir d'aller faire du power slap, bizarrement, il y serait la semaine d'après, tu vois, je pense. Oui. Complètement, mais oui, c'est ça le problème. Parce que Power Slam, ils sont dans une situation différente aussi, hein, mais ouais, non, c'est très très bizarre, très 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 bizarre. Et je sais pas, peut-être que c'est que l'UFC veut aussi garder, à mon avis, je pense que c'est que le MMA est tellement dur par rapport aux autres, pas dire que les autres sports sont faciles, hein, mais enfin, tu dois tellement être tout le temps à ton top parce que et vous le voyez avec Anthony, ça va très très vite, le moment où t'es à ton prime et où ça y est, c'est terminé, faut partir, que je pense que l'UFC et Dana White se dit il faut vraiment maintenir les mecs dans une situation comme ça, sinon ça va vraiment se barrer en couille, parce que c'est vrai que un Pereira il fait son combat contre Usyk, littéralement je pense que Pereira, le truc qui le saoule en MMA c'est de s'entraîner au sol en fait, donc tu prends plus d'oseille, tu fais que de la boxe. Et imaginons, tu perds par décision tranquille. Ensuite, on te dit bon frérot, là, il y a Ramzat qui a envie de monter, ça te dit de l'affronter. Bon, par contre, t'es payé 10 fois moins que ton dernier fight, ça te va?
Ouais, moyen. Je peux comprendre que Pereira fasse. Non, en fait, je suis bien, je vais rester comme ça. Et à mon avis, c'est peut-être ce qui fait que. Et que là où l'UFC pourrait faire des passerelles de fou, bah, c'est vrai qu'aussi, tu demandes à n'importe quel athlète entre faire un vrai combat de MMA où tu risques de te faire mettre KO à littéralement n'importe quelle seconde, ou c'est hyper impressionnant, mais c'est scripté, les mecs font semblant, ils sont entraînés par ça, et tu répètes en plus les chorégraphies avant. Je peux comprendre qu'aussi, une fois que t'as pris tous les chèques de la WWE façon Brock Lesnar, bah quand Brock Lesnar avait fait son run WWE et renégocié avec l'UFC pour justement affronter John Jones, bah il avait dit bon, bah en vrai 15 millions ce serait pas mal, et que l'UFC lui avait dit on t'aime beaucoup Brock, mais 15 millions on va pas le faire, et finalement ça ne l'avait pas fait, parce que c'est vrai qu'aussi, bah, enfin, il y a une différence entre bah, tu te tapes contre Cain Velasquez où c'est scripté et tu te tapes John Jones où tu ne sais pas ce que le gars va faire et va prendre du plaisir en plus à essayer de te tuer. Donc. Ouais. Mais contre dommage. Cain Velasquez, ouais, parce que Cain Velasquez il avait fait. Ah oui, parce que Cain Velasquez donc il s'était Ah mais oui. Il avait fait un run. Il l'avait fait en catch aussi. En catch la WWE. Et pourquoi les gars? Est-ce que Cain Velasquez qui était hyper bon, hein, il était vraiment très très bon catcheur parce qu'il avait repris un peu le personnage mexicain et tout. Enfin c'était trop bien. Mais le problème c'est qu'en gros il pouvait pas s'empêcher de parler à tout le monde de ce qui allait se passer en fait. Donc le gars liquait les histoires et tous les scénarios. Au bout d'un moment, bon, la WWE ils se sont dit merde. Si on mise sur le gars et que littéralement tout le monde sait sur internet ce qui va se passer, ça risque d'être compliqué. Ça, c'est quand même ouf. Hein. C'est la première fois que j'entendais un mec qui se fait mettre à la porte parce qu'il peut pas s'empêcher de tout raconter. C'est quand même fou. Ouais. Ah, terrible. Là. Mais bon. Mais en plus, c'est fou parce que on sait comment ça a dû se passer parce que c'est pas en mode du jour au lendemain sans sommation. Ça veut dire qu'ils ont dû lui dire, écoute, Cain, il faut vraiment que tu arrêtes de parler à tout le monde de ce qui va se passer. C'est un problème. Ah ouais, pardon. Et ça a dû se passer genre 3-4 fois. Et où il a continué. Ah, ça a dû être quelque chose. Je sais pas s'ils avaient déjà vu ça. Mais oui, non, effectivement. Et donc, voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils compartimentent l'UFC et qu'ils ne veulent surtout pas qu'il y ait de vases communicants entre leurs différents organes, quoi. Mais dommage parce que tu vois, aujourd'hui, si le MMA a ce succès-là, c'est parce que sportivement, c'est le truc ultime tout simplement, et tu te dis mais tu pourrais tellement avoir des passerelles de fou, enfin, et qui élèverait le sport au global, parce que si Conor n'avait pas pété son câble quand il revient à l'UFC, t'as tous les fans de la boxe qui restent quand même plus inclusifs entre guillemets comme sport. Dans le sens, quand je dis ça, c'est que le MMA, enfin vous voyez bien, les images qui font le tour du monde, c'est quand t'as des mecs qui ont des bras explosés ou quel gars qui est complètement défiguré, ce qu'il n'y a pas en boxe, enfin en tout cas c'est plus rare. Il aurait amené tellement de gens avec lui, et là si Pereira il fait le combat contre Usyk, ensuite il revient en MMA, t'as plein de gens qui le suivraient aussi, mais malheureusement, pour des raisons qu'on vous a expliquées, les raisons qu'on vous a expliquées précédemment, ça ne se ferait pas, et c'est dommage, parce que là l'UFC, ils ont vraiment le moyen, enfin tu vois, ils ont, et c'était le dernier point que je voulais aborder aussi dans le podcast, c'est qu'ils ont les moyens là en fait de, déjà ils ont fait du MMA leur terrain de jeu, mais là les sports de combat au global, et c'est là aussi où c'est là qu'on voit l'importance d'avoir l'Arabie Saoudite et les codes crédits illimités pour faire des cartes de fou. C'est que tu vois, par exemple, l'UFC n'a pas l'Arabie Saoudite pour toute leur grappling avec les UFC Fight Pass Invitational. Ils sont beaucoup plus timides. Oui. Voilà. Ouais, bizarrement, on a quand même beaucoup moins d'événements, et bizarrement, Gordon Ryan, on le voit pas si souvent que ça. Voilà. Et et c'est là que vous voyez que l'UFC, c'est quand même, ils ont beau faire vraiment brasser, mais brasser comme personne en termes de pourcentage de revenus, de rentabilité, tout ce que vous voulez, mais tu fais l'événement à la sphère, tu ne vas pas payer des athlètes parce que la prod t'a coûté cher. Tu fais du grappling qui coûte beaucoup moins cher que le MMA, on va pas faire un truc surchargé, on va pas prendre Gordon Ryan, non. On reste dans notre truc où il faut qu'on soit, je sais pas combien de pourcentage de renta, on avance comme ça, on y va petit à petit, et même si Dana White il a fait sa vidéo en disant on va signer plein de mecs, ça va être un truc de ouf, comme visiblement là ils ont toujours pas, je pense, le gros sponsor qui va les rincer et faire en sorte que on est tranquille, voilà. Ouais, c'est ça, il y a le petit mec Musumeci qui est en train de tranquillement mourir de son côté. Ouais. Avec sa pizza là. Bah oui, hein. Ça me fait penser à
Putain, quand tu dis ça, merde. Ah, je sais plus. Dans un film où t'as un méchant qui retrouve tout desséché, là. C'est dans One Piece, non? Non, Attends, non. Qui ressemble... À la fin, il ressemble à un fœtus, le bordel. ah, Benjamin Button? Non. Non, pas Benjamin... Ah, je suis un ouf. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Si, c'est bon. Harry Potter et la coupe de feu avec Voldemort. Tu sais, à la fin... Comment ça, il ressemble à un fœtus? Si, en gros, à la fin... Avant, oui, tu sais, avant qu'il le mélange avec le, tu sais, en gros, il plonge l'espèce de corps bébé de Voldemort dans une espèce de marmite et à l'intérieur, Attends, il met l'âme. Attends, mais c'est Harry Potter, ça? Ben oui, c'est Harry Potter. Tu sais, avant que Voldemort, en gros, redevienne adulte, Ouais. adulte avec sa forme de Voldemort joué par Ralph Fiennes, là, en gros, ce qu'il doit faire, c'est tuer la coupe de feu doit, je sais plus, hein, c'est quand même des souvenirs assez vagues, doit tuer un innocent et donc il tue le mec qui était joué par Robert Pattinson. Et plus t'as l'espèce de rat là, enfin le mec qui est Croutard. servi de croutard, qui se coupe la main. Tu sais, parce que tu dois avoir aussi la main d'un fidèle serviteur, et il plonge tout Ouais. ça ensuite dans une marmite. Et en gros, le résultat Putain, je me souviens d'un pas du tout de Voldemort ça, c'est qui est ouf. tout faible et tout, bah, mélangé à ça, il revient, et c'est là qu'on a la première apparition de Voldemort en tant que... Enfin, alors, pas Prime Voldemort, mais le retour sous entité... sous entité qui fait flipper. Ok, oui. Prime Voldemort, putain, ça parle de Voldemort comme si c'était Tony Ferguson. Ouais. Ok, bah ouais, putain, je me souvenais pas du tout de ça. Ouais, faudrait qu'on fasse un classement pound for pound de Ouais. Harry Potter. Ah mais très fort, hein. D'ailleurs très fort, parce que Voldemort c'est quand même... à la manière d'Alex Pereira, hein. Généralement c'est ce que disait le gars de The MacLife, hein. On n'a qu'un seul run. Et Voldemort il a eu un run de fou, stoppé net par Harry Potter, et il a repris un run ensuite, hein. Donc... C'est vrai qu'il faut lui donner du crédit quand même. C'est Dustin Poirier en fait, Voldemort. oui. Donc... C'est vraiment Dustin Poirier en plus, parce qu'il a jamais gagné, vraiment. Bah, quand même, hein. Il a eu un petit titre intérimaire quand il a buté les parents. Oui. Quand même. Mais il a pas eu la ceinture parce que contre Harry Potter, il n'y a plus personne. Ouais. Il est boum, il retombe dans le fond du classement, il remonte. Boum, petite ceinture intérimaire parce que quand même, c'est lui qui bute Dumbledore, je sais plus. Ouais, c'est lui qui bute Mais Dumbledore. toujours, ouais, voilà. Ah, mais non, sauf que non, toujours, c'est pas lui. Pouah, je suis un malade. C'est non, Rogue. c'est Rogue. Ouais, c'est Rogue. Rogue qui bute Mais Voldemort. boum, il arrive contre Harry Potter pour la ceinture incontestée. Pam, il se fait enculer comme d'habitude. C'est vraiment Dustin Poirier. Mais pourtant, il lâche jamais, tu vois. Ah ouais, En pour vrai, moi il respect, était hein. champion undisputed jusqu'à la rencontre avec Harry Potter quand même. La première. Franchement, les gars, répondez en commentaire. Répondez en commentaire parce que là c'est une vraie. Pour moi c'était, il était champion. Il était champion, ouais, undisputed parce que bah il avait tout en vrai à cette époque-là. Il avait tout et mine de rien. Enfin en vrai, Harry Potter c'est un peu son Matt Serra, comme Georges Saint-Pierre contre Matt Serra, tu vois. C'est vrai en plus. Il n'avait pas fait exprès de gagner Harry Potter. Ouais. C'est vrai, hein. Ça se passe mal. Le mec est mis au purgatoire, revient. Et effectivement, et quand il revient, pour moi, il est titre intérimaire. Parce qu'il y a quand même une vraie résistance et tout. Et il perd, il perd le face-à-face. D'ailleurs, bon, faudra revenir là-dessus, mais la deuxième défaite contre Harry Potter... Bah, au moins, il y a quand même quelque chose là où on peut vraiment le remercier Voldemort, c'est qu'il va jamais à la décision. Oui, non, ça c'est vrai, Il veut son ça, quand même, bonus, faut lui hein. rendre. Il veut le bonus, hein. Il veut le... Bon allez, Ouais. sur ce les gars, sur ce podcast bas de fou, hein, qui nous a fait vraiment plaisir. Putain, mais attends, mais oui, parce que, oh là là, si on veut qu'il soit parfaitement complet ce podcast, il aurait fallu, allez, en 2 secondes, mais juste qu'on finisse là-dessus, du coup, sur, tu sais, j'exprimais juste avant qu'on lance ce podcast, le fait que j'avais un doute, un petit peu comme AD dans leur discussion avec Ariel Wany, sur le fait que, comme il y a quand même une histoire pour les ceintures WBC, WWE et machin, et que quand t'es un jeune combattant, tu peux te dire, putain, je veux cette ceinture-là parce que c'est celle qu'a eu Floyd Mayweather, je vais avoir la ceinture qu'a eu Mohamed Ali, etc.
Et sauf qu'en fait, ben, moi je pensais qu'il y avait potentiellement un poids qu'auraient pu avoir ces ceintures-là justement sur leur valeur historique. Et en fait, pour toi, ça n'a aucun poids parce qu'en fait, tout le monde s'en branle des ceintures aujourd'hui, et ce qui n'était pas faux. Eh oui, ben c'est ça le truc aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous regardez les Tyson Fury, les Deontay Wilder Co. Même si je vous demande, bah, qu'est-ce qu'il y avait comme ceinture en jeu pour Gervonta Davis contre Ryan Garcia, Tyson Fury contre Deontay Wilder, Klitschko contre Joshua, à part ceux qui sont vraiment fans hardcore, bah, ça va être très très difficile pour vous. Vous retenez juste que, ouais, le mec, il a battu ce gars-là à l'instant T. Je veux dire, Conor contre Mayweather, il y avait aucune ceinture en jeu, ça a tout pété. Et je crois que c'est, même Gervonta Davis contre Ryan Garcia, il n'y avait pas de ceinture en jeu. Non. Peut-être que je vais. Tu vois, on sait même pas. On sait même pas. Il y a une petite question là-dessus, mais tout ça pour vous dire qu'en gros, c'est vraiment les affrontements qui font que les gens vont regarder et que vous mettez les titres ou pas, à de rares exceptions près, hein, parce que c'est vrai que tu vois par exemple un Better BF Bivol, quoique les deux étaient en plus invaincus, mais je dis ça parce que c'est pas les gars les plus connus, mais pour les plus gros combats, c'est juste que les gens veulent les voir. Je veux dire, aujourd'hui, un Joshua Tyson Fury, les gens ont quand même envie de voir le combat, alors que, et même ça c'est différent, c'est même au-delà du fait qu'ils aient plus les ceintures, que les gars ont perdu, mais c'est quand même un combat que les gens ont envie de voir. Donc c'est pour ça que moi je pense que ça changera pas, et l'avantage c'est qu'ils ont aussi acheté le magazine The Ring, donc ils auront quand même ce petit poids de l'histoire, et comme tu l'as dit, les fédérations, elles ont tellement tout salopé, que ce soit la WBC qui était quand même vue comme le truc numéro 1 à faire leur catégorie Bridgerweight, à commencer à faire le truc de, je crois que c'est Canelo qui avait chopé, enfin, parce qu'en plus, au-delà d'avoir une multitude de catégories, t'as aussi plusieurs champions. T'as le champion Silver, qui est l'équivalent de l'intérimaire. T'as le champion franchise. Ils ont aussi mis le champion franchise. Alors, franchise, ils ont inventé ça quasiment, hein, quand il y a eu Canelo qui était champion WBC, mais il avait autre truc à foutre que défendre cette ceinture, donc ils se sont dit merde. Comment on fait pour garder notre oseille, que Canelo garde le truc? Bah c'est simple. On va le mettre en franchise. Donc là, on ne touche plus à Canelo. Quand il va vouloir revenir, bah, il pourra défendre sa ceinture. Et puis, on va mettre en place un nouveau champion. Donc, ils ont tellement salopé le truc qui fait qu'aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Parce que il y a certaines catégories où il y a 3-4 champions. Donc, qui, évidemment, ne s'affronteront jamais. Donc, bref. Donc, c'est ce qui fait que, à mon sens, t'arrives à avoir un truc carré. Et surtout, tu fais vraiment les combats que tout le monde veut voir à chaque fois. Et je pense en 2 piges, t'arrives à avoir une densité comme ça. Je veux dire, là, déjà, tout ce qu'a fait Turki Al-Alchik, si tous les mecs étaient dans cette même ligue, instantanément, ce serait incroyable. Et surtout, tu vois, arrêter de faire ce que là, ils font, ce qui me fait péter un câble. Tu vois, là, par exemple, ils vont faire, c'est quoi? Il y a Ryan Garcia, Devin Haney et Teofimo Lopez, je crois. Ils vont tous combattre le même soir, mais que contre des nobody. Enfin, pas des nobody, mais des mecs que personne connaît. Canelo, le combat qu'il fait le 5 mai, pour avoir fait son petit braquage avec Turki Al-Alchik, en gros, il affronte pareil. C'est un gars que personne ne veut voir, pour ensuite prendre le chèque contre Terence Crawford, et un combat un peu incertain, même si ça devrait bien se passer pour Canelo, parce qu'il y a une vraie différence de poids. Mais c'est historique. Là, ce qui se passe en boxe, c'est ça maintenant. C'est plutôt que de prendre le chèque une fois, on va le prendre 2 fois, les gars. On va le prendre 2 fois. Et j'espère aussi qu'ils arrêteront de faire ça, tu vois. Ces fameux combats où tu n'as aucun suspense, on sait ce qui va se passer et on perd du temps. Et t'es pas à l'abri d'un accident parce que typiquement, les gars sont quand même d'un bon niveau, mais ce qui s'est passé avec Gervonta Davis le week-end dernier, c'est terrible. Parce qu'il a fait match nul contre un gars. Ça ne devait pas se passer comme ça. Et là, du coup, Gervonta Davis, il va perdre 1 an contre un mec qui, normalement, il aurait dû juste l'expédier. Alors, si tu fais match nul contre Lomachenko, c'est pas grave, c'est un combat que tout le monde veut voir, c'est parti. Là, ça emmerde un peu tout le monde. Bah ouais. Bah voilà. T'as tout dit. J'ai tout dit. Et donc, je regardais les ceintures. Et oui, il n'y avait pas de ceinture, voilà, contre Gervonta Davis. Il n'y avait pas de ceinture. Bah voilà, tout ça pour ça. Et pourtant, le combat, il avait absolument tout éclaté. Absolument tout éclaté. Bah ouais. Voilà, et en plus, c'était même pas dans une catégorie, c'était en catchweight, à 136 livres. Ah, c'était pour la ceinture catchweight. Donc catchweight, ça veut dire que c'est entre 2 catégories. Donc pour vous dire, et c'est là que c'est encore plus fou, et c'est bien aussi par rapport à Dana White qui lui ne veut pas faire des gros combats en catchweight, donc entre 2 catégories de poids, c'est que vraiment quand vous faites 2 gars que tout le monde a envie de voir s'affronter, parce qu'en plus ce combat-là il avait fait plus de 2 millions de pay-per-view, je me souviens, et c'est... Ah non.
Ah non, pardon. Attends. J'ai 1,2 million. C'est ce que j'avais en tête. Ouais. Pour Garcia. Ah oui, ouais, c'est ce que 1,2 j'avais en t'avais tête. aussi. Ok, bon bah autant pour moi, je me suis enflammé. Mais un combat que tout le monde veut voir comme ça, même s'il n'y a pas de ceinture, même pas de catégorie, tout le monde va regarder. Donc, Ouais. non. Ça peut être une folie. Bref, My Sweet Pea, moins 30% sur tous mes protéines, les gars, avec le code La Sueur, moins 30% minimum. Puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. Et puis Milkshake, on se retrouve très vite. See ya. Et puis j'avais même oublié de dire, oui, code La Sueur 5 pour le premier commande, moins 5 euros. Code La Sueur 10, moins 10%. Bye. Comment me payer